Look at her Permettez-moi de vous face. présenter la femme It's qui va priceless when she désormais tries to représenter follow ma along. famille. At least La I'm not the salle buffoon making a applaudit. scene at the table. Lamineba reste It was immobile, incredible. debout à The quelques energy in the mètres de room son was mari, exactly what we pendant que la needed, femme à son and bras the sourit, response has comme been si cette amazing place so lui far. avait toujours appartenu. Personne ne se demande pourquoi l'épouse légitime n'est pas invitée à monter sur scène. Personne ne lui demande si elle va bien. En une phrase soigneusement formulée, Hugues Beaucourt vient d'effacer Laminé de sa propre vie, devant plus de 100 invités, au nom d'une vision stratégique. Ce qu'aucun d'eux ne sait, c'est que la femme qu'ils regardent être humiliée est la fille cachée d'un PDG milliardaire. Et ce soir-là, ce n'est pas elle qui perd tout, mais eux qui viennent de faire la pire erreur de leur vie. Si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous au canal, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous nous regardez. La façade de l'hôtel particulier se découpait sur la scène comme une promesse d'accès réservé, éclairée par des projecteurs discrets qui faisaient briller les pierres anciennes, sans jamais trahir l'exclusivité du lieu. À l'intérieur, plus de 180 invités s'étaient réunis, tous issus du même monde feutré, où les décisions se prennent à voix basse et où les alliances se scellent autour de verres de cristal. Investisseurs, conseillers stratégiques et représentants de banques privées occupaient l'espace avec une aisance qui signalait leur appartenance à un cercle fermé, celui où chaque sourire pouvait cacher un calcul. Lamineba entra aux côtés de son mari, Hugues Beaucourt, avec la certitude tranquille de celle qui croyait encore occuper une place définie. Elle portait une robe sobre, choisie pour ne pas attirer l'attention, persuadée que la discrétion était une forme d'élégance et de protection. Pourtant, dès les premiers pas, elle sentit que quelque chose déviait imperceptiblement de l'ordre attendu. Aucun maître d'hôtel ne l'invita à rejoindre la table d'honneur, et son nom ne figurait sur aucun carton de placement visible. Hugues, déjà sollicité par plusieurs poignées de main, s'éloigna sans un regard, comme s'il avait oublié sa présence. Les minutes s'étirèrent dans un espace saturé de conversations qui semblaient toutes se dérouler autour d'elle sans jamais l'inclure. Laminé resta debout, son sac serré contre elle, observant les groupes se former et se défaire. Hugues circulait avec aisance, saluant des visages familiers, s'arrêtant pour échanger des mots mesurés, laissant derrière lui une impression de maîtrise. Il ne revint pas vers elle. Près de 50 minutes passèrent ainsi, durant lesquelles Laminé devint une silhouette immobile dans un décor en mouvement, une épouse officielle rendue invisible par la chorégraphie sociale. Camille Beaucourt, la mère de Hugues, apparut alors à ses côtés avec un sourire étudié qui n'atteignait pas ses yeux. Elle engagea la conversation sur un ton faussement cordial, glissant des questions qui se présentaient comme de simples politesses, mais dont chaque formulation portait une pointe calculée. Elle évoqua l'enfance de Laminé, ses origines modestes, la famille qu'elle n'évoquait jamais, comme si ces sujets constituaient des curiosités exotiques offertes au jugement silencieux des oreilles proches. Laminé répondit avec retenue, consciente que chaque mot pouvait être utilisé contre elle, et se contenta de phrases mesurées qui n'offraient aucune prise. Lorsque Hugues monta sur l'estrade, le murmure ambiant se mua en une attention disciplinée. Il prit la parole pour présenter ce qu'il appela la restructuration stratégique de sa trajectoire personnelle, utilisant le vocabulaire lisse et rassurant des présentations professionnelles. Il parla d'évolution, de vision à long terme, de nécessité d'aligner les compétences avec les ambitions futures, et chaque terme semblait parfaitement choisi pour éviter toute référence explicite à sa vie privée. Laminé l'écoutait, incapable de détourner le regard, sentant une tension sourde s'installer dans sa poitrine. À un moment précis, il invita une femme à le rejoindre. Élise Garnier fut présentée non pas comme une relation intime, mais comme une partenaire stratégique appelée à l'accompagner dans la phase suivante de son développement. Hugues prononça alors la phrase qui suspendit le temps autour de Laminé, affirmant devant tous que son avenir commençait ce soir-là avec quelqu'un qui comprenait véritablement sa vision. Les applaudissements éclatèrent, nourris par la clarté apparente du message et par l'adhésion collective à un récit professionnel bien ficelé. Élise se tenait à ses côtés avec assurance, comme un élément parfaitement intégré à une transaction.
Elle souriait avec la maîtrise de celle qui sait exactement pourquoi elle est là et ce qu'elle représente. Aux yeux des invités, elle n'était pas une transgression, mais une évolution logique, un choix rationnel, inscrit dans un discours de progrès. Lamine comprit alors que l'humiliation ne résidait pas dans un éclat de voix ou un geste brutal, mais dans cette légitimation froide qui la rayait du cadre sans jamais la nommer. Personne ne se tourna vers elle. Aucun regard ne chercha à établir un lien, aucune voix ne posa la question de son rôle. Elle était devenue un angle mort collectif, effacé par la narration dominante. Les mots utilisés avaient transformé une trahison intime en une décision stratégique, et la douleur qui en résultait semblait presque indécente dans un tel contexte. Un invité, croyant parler à voix basse, murmura que Lamine ne faisait pas partie du plan, et cette phrase, à peine audible, résonna en elle avec une clarté implacable. Elle se sentit soudain étrangère à cet espace qu'elle pensait encore habiter. Chaque pas qu'elle fit en direction de la sortie lui demanda un effort conscient, comme si son corps résistait à l'idée de quitter la scène sans explication. Personne ne tenta de la retenir. Elle traversa le hall, dans un silence qui contrastait avec le bourdonnement constant de la réception, et c'est sur le seuil que l'un de ses talons céda, la forçant à s'arrêter un instant. Ce détail trivial prit alors une dimension symbolique, car il incarnait la rupture nette de la stabilité qu'elle croyait acquise. Dehors, l'air nocturne lui parut plus lourd que prévu. Elle se redressa, retira ses chaussures pour avancer sans bruit, laissant derrière elle la lumière et les voix. Hugues ne se retourna pas. Pour lui, cette soirée représentait un passage nécessaire, une transition qu'il avait orchestrée avec précision et qu'il jugeait indispensable à sa progression. Lamine s'éloigna, consciente que ce qu'elle venait de vivre n'était pas un simple affront, mais le début d'une mise à l'écart méthodique qui allait exiger d'elle une force qu'elle n'avait jamais encore mobilisée. Lamine avait grandi dans une pièce étroite, au fond d'un immeuble ancien dont les murs semblaient retenir l'humidité autant que les secrets. La fenêtre donnait sur une cour intérieure où la lumière arrivait tard et repartait tôt, comme si elle-même hésitait à s'attarder. C'était là que sa mère lui répétait inlassablement la même phrase, non pas comme un conseil occasionnel, mais comme une règle de survie gravée dans la routine quotidienne. Elle lui disait que le silence permettait de rester en vie, que parler exposait, que se taire protégeait. Cette phrase n'était jamais prononcée avec colère, mais avec une douceur fatiguée qui la rendait encore plus convaincante. Sa mère vivait dans l'ombre d'un homme dont le nom circulait dans les journaux économiques et les dîners feutrés, Jean-Luc Montaigne, un milliardaire dont la réputation reposait sur la discrétion autant que sur la réussite. Leur relation n'avait jamais été officielle, ni même reconnue. Elle existait dans les interstices, dans des appartements loués à distance des quartiers prestigieux, dans des rendez-vous réglés comme des opérations logistiques. Aux yeux du monde, la mère de Lamine n'était personne, et cette absence de statut constituait à la fois sa prison et son refuge. Dans cet univers de demi-jour, la mère de Lamine avait appris à se faire petite. Lorsqu'elle sentait le mépris affleurer dans un regard ou dans une remarque à peine voilée, elle répondait par un sourire neutre et un retrait immédiat. Lorsqu'elle comprenait qu'elle devenait un embarras, elle se retirait d'elle-même, avant même qu'on ne lui demande de partir. Elle expliquait à sa fille que disparaître volontairement faisait moins mal que d'être chassée, et que l'effacement pouvait parfois ressembler à un choix. Lamine avait absorbé ces leçons sans les questionner, parce qu'elles étaient présentées comme des évidences nécessaires. Jean-Luc Montaigne n'avait jamais reconnu officiellement l'existence de sa fille. Il n'y avait ni photo publique, ni déclaration, ni geste symbolique qui aurait pu transformer Lamine en une réalité assumée. Elle comprenait très tôt que son existence devait rester compatible avec le confort de ceux qui avaient le pouvoir de la nier. Cette compréhension ne s'était pas imposée comme une révolte, mais comme une adaptation. Elle apprenait à se tenir droite sans attirer l'attention, à exceller sans revendiquer, à exister sans réclamer. Lorsque sa mère mourut, Lamine avait 20 ans. La disparition fut brutale, sans mise en scène, sans adieu prolongé. Elle laissa derrière elle des vêtements soigneusement rangés,
quelques objets personnels, et cette conviction profondément ancrée que la survie dépendait de la capacité à ne pas déranger. Jean-Luc Montaigne se manifesta alors par l'intermédiaire d'un notaire, avec une efficacité froide qui excluait toute dimension affective. Il laissa à Laminé une maison de 92 mètres carrés, située dans un quartier tranquille mais sans prestige, et aucun mot n'accompagnait ce transfert. Il n'y avait pas de reconnaissance, pas de promesse, seulement un bien immobilier qui semblait servir de point final à une histoire qu'il ne souhaitait pas raconter. Laminé comprit que cette maison n'était pas un pont vers l'avenir, mais un moyen de clôturer le passé. Elle accepta, sans poser de questions, fidèle à l'enseignement reçu. Elle ne demanda pas son nom, elle ne revendiqua pas de place, elle se contenta de ce qui lui était donné. À ses yeux, cette acceptation constituait une preuve de maturité, presque une victoire sur l'instabilité qui avait marqué son enfance. Lorsqu'elle rencontra Hugues Beaucourt, cette disposition intérieure était déjà solidement installée. Elle entra dans leur relation avec la même logique que celle qui avait structuré sa vie jusque-là. Elle croyait que la patience garantissait la continuité, que l'effort silencieux méritait une reconnaissance implicite. Hugues lui offrait une stabilité apparente, un cadre social lisible, et elle s'y adapta sans heurts, convaincue que l'amour se prouvait par la capacité à endurer. Elle confondait la sécurité avec l'absence de conflit et la loyauté avec l'effacement. Au fil du temps, les attitudes de Hugues devinrent plus contrôlantes, plus ambiguës. Il décidait sans consulter, minimisait ses réactions, reformulait ses silences comme des accords tacites. Laminé ne s'opposa pas. Elle avait appris que résister attirait l'attention, et que l'attention pouvait être dangereuse. Lorsqu'elle se sentait mise à l'écart, elle se répétait que tant qu'elle restait là, tant qu'elle n'était pas expulsée, tout allait bien. Elle interprétait les signes de mépris comme des épreuves temporaires, persuadée que la constance finirait par être récompensée. Chaque fois qu'elle était rabaissée, elle invoquait la même justification intérieure. Elle se disait qu'au moins, elle n'était pas abandonnée, qu'au moins, elle avait une place, même marginale. Cette rationalisation agissait comme un anesthésiant, réduisant la douleur immédiate, mais renforçant la croyance qui la maintenait prisonnière. Elle ne percevait pas encore que ce mécanisme la rendait vulnérable à toutes les formes de manipulation qui se nourrissent du silence consentant. Le fantôme de sa mère l'accompagnait dans chacun de ses choix. Il n'apparaissait pas sous la forme d'un souvenir précis, mais comme une orientation constante, une boussole déformée qui pointait toujours vers l'effacement. Laminé ne remettait jamais en question cette boussole, parce qu'elle avait permis à sa mère de survivre aussi longtemps qu'elle l'avait pu. Elle ne voyait pas que ce même principe, transposé dans un autre contexte, pouvait la conduire à une disparition différente, plus sociale que physique. Ce soir-là, après la réception, alors qu'elle se retrouvait seule dans un espace qui n'était plus tout à fait un refuge, Laminé ressentit pour la première fois un décalage entre ce qu'elle avait appris et ce qu'elle venait de vivre. Elle comprenait confusément que le silence qui l'avait protégée autrefois venait de l'exposer à une humiliation totale. Pourtant, cette prise de conscience restait incomplète, car la croyance fondamentale demeurait intacte. Elle se disait encore que parler aurait aggravé la situation, que rester invisible était peu, être la seule option viable. Ainsi, le lien entre silence et existence se renforçait, malgré les preuves contraires. Ce lien constituait désormais le noyau de son identité émotionnelle, un héritage transmis sans malveillance, mais avec une efficacité redoutable. Laminé ne savait pas encore que pour survivre autrement, il lui faudrait désapprendre cette équation et affronter le vide laissé par la disparition de la voix maternelle qui l'avait guidée jusque-là. Laminé quitta l'appartement conjugal sans éclat, sans scène et sans tentative de justification, comme si ce départ avait été préparé depuis longtemps dans une zone silencieuse de son esprit. En 48 heures, elle rassembla l'essentiel, laissant derrière elle les objets qui appartenaient davantage à une idée du couple qu'à sa propre existence. Elle ne chercha pas à convaincre Hugues, ni à obtenir une explication, parce qu'elle avait compris que toute parole serait interprétée comme une faiblesse ou une supplique.
Elle partit avec la même retenue que celle qui avait gouverné sa présence dans cette vie à deux, persuadée qu'une sortie discrète valait mieux qu'un affrontement inutile. Hugues réagit avec la rapidité de celui qui ne s'attardait jamais sur ce qui ne servait plus son intérêt. Dès le lendemain, il lui envoya un courriel formel, rédigé dans un langage administratif qui excluait toute dimension émotionnelle. Il y annonçait une séparation de fait et exigeait une transparence totale concernant les biens et les ressources, invoquant une volonté de clarté et d'équité. Sous cette formulation apparemment neutre se cachait une intention précise, celle de réduire Laminée à une position défavorable et de s'assurer qu'elle quitte la scène sans rien emporter de ce qui avait été construit durant leur mariage. Ce message marquait une rupture définitive avec l'illusion d'une discussion possible. Laminée comprit que la logique qui guidait désormais Hugues n'était plus conjugale, mais stratégique. Il ne s'agissait pas de comprendre ce qui s'était brisé entre eux, mais de sécuriser une position, d'éliminer un risque. Elle répondit brièvement, confirmant la réception et indiquant qu'elle prendrait connaissance des documents en temps voulu, sans ajouter un mot de plus. Ce silence volontaire n'était plus seulement une habitude héritée, mais un choix calculé, même si elle n'en mesurait pas encore toutes les conséquences. Dans l'esprit de Hugues, cette absence de résistance apparente confirmait l'idée qu'il pouvait avancer sans obstacle. Il décida alors d'aller plus loin, convaincu que la clé d'une séparation avantageuse résidait dans une connaissance exhaustive du passé de Laminée. Il engagea un détective privé, un homme habitué à reconstituer des trajectoires à partir de fragments, dont le travail consistait moins à découvrir la vérité qu'à identifier des vulnérabilités exploitables. L'objectif n'était pas de sauver ce qui restait du mariage, mais de s'assurer que Laminée ne disposait d'aucun levier caché. L'enquête débuta de manière méthodique, retraçant les lieux de résidence, les parcours professionnels et les relations familiales. Le détective ne tarda pas à percevoir des zones d'ombre, des absences de données qui, dans son expérience, signalaient rarement le hasard. En suivant ces pistes, il finit par établir un lien entre Laminée et Jean-Luc Montaigne, un nom qui, dans le monde de Hugues, évoquait immédiatement la puissance financière et la discrétion calculée. Les informations recueillies confirmaient que Laminée était la fille non reconnue du milliardaire, un détail soigneusement dissimulé derrière des structures juridiques et des arrangements silencieux. Lorsque Hugues prit connaissance du rapport, sa perception de la situation se transforma instantanément. Ce qui lui semblait auparavant une séparation simple, presque administrative, devint soudain une opportunité à gérer avec prudence. Laminée n'était plus seulement une épouse dont il fallait se détacher, mais une variable potentiellement stratégique. La logique de l'exclusion céda la place à celle de la récupération. Il ne s'agissait plus de la faire partir, mais de la maintenir suffisamment proche pour contrôler les implications de cette révélation. Ce changement d'attitude se manifesta rapidement dans ses communications. Les courriels secs furent remplacés par des messages plus nuancés, évoquant la possibilité d'un arrangement raisonnable et d'une transition respectueuse. Derrière cette façade conciliante se dessinait une nouvelle forme de pression, plus subtile, qui visait à maintenir Laminée dans un état d'incertitude contrôlé. Elle percevait ce glissement sans en connaître la cause exacte, sentant seulement que la tension avait changé de nature. Camille Beaucourt entra alors en scène, avec une douceur calculée qui contrastait avec son attitude antérieure. Elle sollicita une rencontre, adoptant un ton presque protecteur, et parla de réputation, de stabilité et de solutions qui pourraient bénéficier à toutes les parties. Elle suggéra que le silence de Laminée était essentiel pour préserver l'équilibre, insinuant que certaines vérités, si elles étaient révélées, pourraient nuire à des intérêts bien plus vastes que les siens. Cette proposition déguisée en conseil mettait en lumière une attente claire, celle que Laminée accepte de se taire, en échange d'un soutien implicite. Dans ce dispositif, Élise Garnier n'apparaissait plus seulement comme la nouvelle compagne de Hugues, mais comme un instrument destiné à renforcer la pression. Sa présence constante, son intégration rapide dans les cercles professionnels de Hugues,
constituaient autant de signaux adressés à Laminé. On lui montrait ce qu'elle pouvait perdre, ce qui se construirait sans elle, et la facilité avec laquelle elle pouvait être remplacée si elle devenait encombrante. Cette stratégie reposait sur l'idée que Laminé accepterait n'importe quelle condition pour éviter une exclusion totale. Peu à peu, Laminé comprit que la situation ne relevait plus d'un simple conflit conjugal. Elle saisit que ce qui se jouait désormais dépassait la question de l'amour ou de la trahison, et qu'il s'agissait d'un rapport de force structuré autour du contrôle. Il ne cherchait pas à l'effacer, mais à la maintenir dans une position où son silence servirait leurs intérêts. Cette prise de conscience s'imposa à elle avec une clarté douloureuse, car elle révélait la continuité entre son passé et son présent, entre la leçon transmise par sa mère et la manipulation qu'elle subissait aujourd'hui. Pour la première fois, elle envisagea que le silence qu'on lui demandait n'était pas une protection, mais une ressource à exploiter. Cette idée fissura la croyance qui l'avait accompagnée toute sa vie. Elle ne savait pas encore comment agir, ni quelle forme prendrait sa résistance, mais elle comprit que rester passive revenait à consentir à une nouvelle forme d'effacement. Dans cet intervalle fragile, Laminé choisit de ne pas réagir immédiatement, consciente que le véritable pouvoir, à ce stade, résidait dans la compréhension exacte des intentions de ceux qui l'entouraient. Après la découverte brutale des intentions réelles de Hugues et de son entourage, Laminé prit une décision qui, extérieurement, pouvait sembler passive, mais qui relevait en réalité d'une stratégie précise. Elle réduisit toute communication au strict minimum, instaurant un no-contact contrôlé qui lui permettait de préserver une trace écrite sans jamais offrir d'ouverture émotionnelle. Elle répondit uniquement lorsque cela était juridiquement nécessaire, toujours par message écrit, avec un ton neutre et dépourvu de toute justification personnelle. Ce choix marquait une rupture nette avec son ancien réflexe de conciliation permanente. Ce silence nouveau n'était plus celui de la peur ni de l'effacement, mais celui d'une reconstruction méthodique. Laminé comprit que la distance était la seule manière de reprendre la maîtrise de son espace mental, car chaque interaction, non maîtrisée, devenait un point d'entrée pour la manipulation. En se retirant ainsi, elle se rendait moins lisible, moins prévisible, et donc moins exploitable. Cette invisibilité volontaire constitua la première pierre d'une autonomie qu'elle n'avait jamais réellement connue. Dans le même temps, elle choisit de revenir vers le domaine professionnel qui avait autrefois contribué au succès discret de Hugues. Ce secteur, qu'elle connaissait intimement sans jamais en avoir revendiqué la paternité intellectuelle, représentait pour elle un terrain familier et sécurisant. Elle n'y revenait pas par nostalgie, mais par lucidité, consciente que ses compétences, longtemps utilisées dans l'ombre, pouvaient désormais devenir un levier de stabilité personnelle. Elle accepta une mission interne dans une structure indépendante, liée à un projet stratégique d'une valeur de 12,5 millions d'euros, sans chercher à attirer l'attention. Pendant 6 mois, Laminé travailla avec une rigueur presque ascétique. Elle analysait les processus, identifiait les incohérences et anticipait les failles avant qu'elles ne se transforment en crise visible. Son approche ne reposait pas sur l'autorité, ni sur la démonstration, mais sur une lecture fine des systèmes et des interactions humaines. Elle intervenait rarement en réunion, préférant transmettre ses observations par écrit, de manière précise et argumentée, laissant aux autres le soin d'en mesurer la portée. Antoine Ravel, directeur opérationnel du projet, remarqua progressivement cette présence discrète, mais déterminante. Il observa que les alertes formulées par Laminé, souvent émises à contretemps apparent, se révélaient systématiquement justifiées. Des erreurs majeures furent corrigées avant d'avoir un impact financier ou juridique, et certaines décisions stratégiques furent ajustées grâce à ces analyses. Antoine comprit alors qu'elle possédait une capacité rare, celle de percevoir les dysfonctionnements latents avant qu'ils ne deviennent des urgences visibles. Lorsqu'il lui proposa un nouveau poste, il le fit sans emphase ni promesse excessive. Il s'agissait d'une fonction transversale, sans titre prestigieux,
mais assortie d'une augmentation salariale significative de 38%. Cette proposition reconnaissait implicitement la valeur de Laminé sans l'exposer à une hiérarchie symbolique qui aurait pu l'enfermer dans un rôle. Elle accepta, non par ambition, mais parce que cette configuration respectait son besoin de clarté et de contrôle. En parallèle de cette évolution professionnelle, Laminé s'installa dans un studio de 45 mètres carrés, situé dans un quartier calme, loin des cercles qu'elle fréquentait auparavant. L'espace était presque nu, sans décoration superflue, composé uniquement de meubles fonctionnels et d'objets strictement nécessaires. Cette sobriété volontaire reflétait un désir de neutralité, comme si elle cherchait à éliminer toute distraction pour se concentrer sur l'essentiel. Chaque élément de cet appartement répondait à une utilité précise, sans charge affective excessive. Dans ce cadre dépouillé, Laminé établit des règles strictes pour sa propre protection. Elle décida que toute communication liée à Hugues ou à son ancienne vie devait passer par des canaux formels, toujours par écrit, sans commentaire personnel. Elle ne répondit plus aux tentatives de contact indirect, ni aux messages ambigus destinés à provoquer une réaction. Cette frontière claire, qu'elle maintenait avec constance, constituait une première affirmation de respect envers elle-même. Ce changement intérieur se manifesta subtilement dans son rapport au silence. Jadis, se taire signifiait survivre en minimisant sa présence pour éviter les conflits. Désormais, le silence devenait un outil conscient, un moyen de choisir quand et comment intervenir. Laminé découvrit que ne pas répondre immédiatement ne signifiait pas céder, mais reprendre du temps et de l'espace pour analyser. Cette redéfinition transforma profondément sa perception de la sécurité, qui ne dépendait plus de l'approbation d'autrui, mais de sa propre cohérence interne. Au fil des semaines, elle sentit naître un sentiment nouveau, fragile mais persistant, qu'elle identifia progressivement comme du respect de soi. Ce respect ne s'exprimait pas par des déclarations ou des confrontations, mais par la constance de ses choix. Elle constata qu'en se retirant des jeux de pouvoir explicites, elle réduisait considérablement la capacité des autres à l'atteindre. Ceux qui cherchaient à la manipuler se heurtaient désormais à une absence de prise, car elle ne fournissait plus la matière émotionnelle nécessaire à leur domination. Du côté de Hugues, cette transformation fut perçue comme une perte de contrôle. Les tentatives de pression indirecte cessèrent progressivement, faute de réponse exploitable. Le mécanisme de manipulation, fondé sur l'accès émotionnel et la réaction immédiate, se trouva inversé. Là où il détenait autrefois le pouvoir de provoquer et d'orienter, il se retrouva face à une opacité qu'il ne pouvait plus traverser. Ce renversement silencieux marqua un tournant décisif dans leur dynamique. Laminé n'ignorait pas que cette phase de retrait n'était qu'une étape. Elle ne cherchait pas encore la confrontation ni la reconnaissance publique, consciente que toute exposition prématurée pourrait fragiliser l'équilibre qu'elle construisait. Elle avançait avec prudence, consolidant ses compétences, ses ressources et ses limites, persuadée que la véritable force résidait dans la capacité à choisir le moment de parler. Pour la première fois, elle ne se définissait plus par ce qu'elle acceptait de subir, mais par ce qu'elle décidait de préserver. La première tentative de contact de Jean-Luc Montaigne arriva un matin sans éclat, par l'intermédiaire d'un cabinet de conseil patrimonial, dont le nom figurait régulièrement dans les pages économiques. Laminé reconnut immédiatement la nature indirecte de la démarche, car rien, chez cet homme, n'avait jamais été frontal. Depuis toujours, il préférait déléguer les gestes délicats, comme si l'évitement constituait une forme de cohérence morale. Cette fois encore, il ne l'appelait pas en tant que père, mais en tant que détenteur d'un problème devenu visible. Les rumeurs avaient commencé à circuler dans des cercles qu'elle ne fréquentait plus, des fragments d'informations insuffisants pour former un récit complet, mais assez précis pour éveiller la curiosité. Le lien entre elle et Jean-Luc Montaigne, longtemps enfoui sous une couche d'indifférence organisée, devenait exploitable. Pour lui, ce changement représentait un risque réputationnel. Pour les Beaucourt, il s'agissait d'une opportunité mal calculée. Laminé comprit alors que son existence, jusque-là ignorée,
se transformait en variable stratégique. Lorsqu'elle accepta finalement un entretien, elle le fit dans un cadre neutre, sans intention de négociation. Jean-Luc Montaigne se présenta avec une politesse presque solennelle, accompagné d'un conseiller juridique qui se contenta de prendre des notes. Il parla de réparation, de reconnaissance tardive, de ce qu'il nomma maladroitement une tentative de rééquilibrage. Il évoqua des actifs, des parts minoritaires, et même la possibilité d'une reconnaissance officielle, comme si ces éléments pouvaient compenser des décennies de silence. Laminé l'écouta sans l'interrompre. Elle observa la manière dont il évitait son regard lorsqu'il parlait de sa mère, et la précision excessive avec laquelle il détaillait les solutions financières. Elle comprit que, pour lui, l'erreur n'avait jamais été l'abandon affectif, mais le défaut de gestion du secret. Sa proposition, sous des airs de générosité, cherchait à reprendre le contrôle d'un récit qui lui échappait. Lorsqu'elle répondit, sa voix resta calme, dépourvue de colère ou de reproche. Elle expliqua qu'elle ne souhaitait ni argent supplémentaire, ni statut, ni compensation symbolique. Elle précisa que toute tentative de réparation fondée sur l'échange matériel ne faisait que prolonger une logique qu'elle refusait désormais. Jean-Luc Montaigne sembla déstabilisé par cette absence de revendication, car il n'avait jamais envisagé qu'elle puisse simplement refuser. Quelques jours plus tard, Laminé se rendit seul devant la maison de 92 mètres carrés qui lui avait été attribuée après la mort de sa mère. Elle n'y avait pas vécu depuis des mois, mais elle avait veillé à ce que rien n'y soit modifié. Les murs étaient restés nus, les meubles à leur place, comme si le temps s'était suspendu. Elle parcourut les pièces une dernière fois, non par nostalgie, mais pour s'assurer qu'aucun attachement matériel ne subsistait. Elle laissa les clés sur la table centrale, accompagnée d'une lettre courte, écrite de sa main. Elle y expliquait qu'elle rendait ce qui ne lui avait jamais été donné comme un choix, mais comme un solde. Elle précisait qu'elle ne vendrait pas la maison, qu'elle n'en tirerait aucun bénéfice, et qu'elle ne souhaitait aucune contrepartie. Ce geste, dépourvu de toute mise en scène, constituait pourtant une déclaration irrévocable. La réaction de Jean-Luc Montaigne fut immédiate et silencieuse. Il comprit que ce refus annulait toute possibilité de contrôle futur, car il ne lui restait plus aucun levier matériel. Pour la première fois, il se retrouva face à une conséquence qu'il ne pouvait ni amortir ni dissimuler. Son pouvoir, fondé sur la distribution sélective des ressources, se révélait inefficace face à une décision qui échappait à toute logique d'échange. Chez les Beaucourt, l'effet fut encore plus brutal. La nouvelle circula rapidement, amplifiée par des interprétations erronées et des hypothèses anxieuses. Camille Beaucourt comprit que la stratégie consistant à maintenir Laminé dans une dépendance implicite venait de s'effondrer. Hugues, quant à lui, réagit avec une irritation qu'il peinait à masquer. Il avait construit ses calculs sur l'idée que Laminé finirait par négocier, par accepter une forme de compensation ou par chercher à tirer avantage de sa filiation. Ce refus catégorique provoqua chez lui une perte de repère. Il réalisa que Laminé ne pouvait plus être contenu par des promesses ou des menaces liées au patrimoine. Cette prise de conscience déclencha une série de réactions maladroites, car il ne savait plus comment rétablir l'ascendant qu'il croyait acquis. La victoire qu'il pensait avoir obtenue, en la poussant hors de son cercle, se transforma en un vide stratégique. Pour Laminé, cet acte symbolique constitua un point de bascule intérieur. En rendant la clé, elle se libérait d'un héritage qui n'avait jamais été protecteur. Elle affirmait, sans discours public ni justification excessive, qu'elle refusait de troquer sa stabilité contre une reconnaissance tardive. Ce choix, bien que silencieux, redéfinissait sa position face à ceux qui cherchaient encore à la réduire à une fonction ou à une valeur marchande. Elle sentit que quelque chose s'était définitivement déplacé. La peur diffuse de perdre un abri, réel ou symbolique, se dissipa. Elle comprit que sa sécurité ne dépendait plus d'un bien immobilier ni d'un nom, mais de la cohérence entre ses décisions et ses convictions. Cette clarté nouvelle lui apporta une forme de calme qu'elle n'avait jamais connue, car elle ne reposait sur aucune concession.
Dans l'ombre, les équilibres se modifiaient. Jean-Luc Montaigne se retrouvait contraint de gérer un silence qu'il ne contrôlait plus. Les Beaucourt, privés de leur dernier argument implicite, entraient dans une phase d'incertitude. Laminé, quant à elle, avançait sans se retourner, consciente que ce renoncement volontaire constituait sa première véritable victoire morale. Elle n'avait rien gagné aux yeux des autres, mais elle avait cessé de perdre face à elle-même. La disparition de Laminé ne provoqua aucun fracas immédiat. Elle ne laissa ni lettre ouverte, ni accusation, ni geste spectaculaire qui aurait attiré l'attention du milieu financier. Son retrait fut d'abord interprété comme une variable négligeable, une absence que l'on croyait compensable. Hugues Beaucourt continua ses activités avec la certitude arrogante que tout ce qui avait fonctionné auparavant continuerait par inertie. Il confondait la stabilité avec l'habitude et l'habitude avec la compétence. Les premières semaines s'écoulèrent sans incident majeur. Les réunions se tinrent comme à l'accoutumée, les contrats furent signés, les partenaires rassurés par des discours bien rodés. Pourtant, sous cette surface intacte, quelque chose se désorganisait lentement. Des dossiers commencèrent à circuler avec des annotations contradictoires. Des délais furent dépassés sans justification claire. Des documents validés trop rapidement révélèrent des incohérences que personne ne corrigea à temps. Avant, Laminé repérait ces anomalies avant qu'elles ne deviennent visibles. Elle ne le faisait pas pour être reconnue, mais parce qu'elle avait développé une vigilance structurelle, presque instinctive. Elle savait où chercher, quels détails examiner, et surtout, à quel moment intervenir sans perturber l'équilibre apparent. Son absence ne créa pas un vide brutal, mais une zone grise où les erreurs pouvaient enfin s'accumuler. Au fil des mois, les signes de dysfonctionnement se multiplièrent. Un partenaire bancaire demanda des clarifications supplémentaires sur un montage financier qui avait pourtant déjà été validé. Un cabinet juridique releva des clauses mal harmonisées entre plusieurs contrats censés être alignés. Chaque problème, pris isolément, semblait mineur. Ensemble, ils formaient un réseau de fragilité que Hugues ne savait pas identifier. Élise Garnier tenta de prendre le relais, persuadée que sa proximité nouvelle avec Hugues lui conférait une légitimité opérationnelle. Elle maîtrisait le langage stratégique, savait séduire en réunion, mais elle n'avait jamais plongé dans les couches invisibles du fonctionnement quotidien. Elle réagissait aux crises, au lieu de les prévenir. Son intervention, souvent tardive, ne faisait qu'exposer davantage les failles existantes. Après 6 mois, la confiance des partenaires commença à s'éroder. Les échanges se firent plus prudents, les demandes de garantie plus fréquentes. Hugues répondit par des démonstrations d'assurance, convaincu que l'autorité suffisait à masquer l'imprécision. Il refusait d'admettre que le problème ne venait pas de l'extérieur, mais de la disparition d'un pilier silencieux qu'il n'avait jamais reconnu comme tel. La 9e mois marqua le point de rupture. Une opération importante, retardée par une série de validations incomplètes, fut suspendue par un investisseur clé. Cette décision entraîna un effet domino, car d'autres partenaires, informés de l'incident, exigèrent des audits internes. Les contrôles révélèrent ce que Laminé avait longtemps contenu par sa vigilance discrète. Les erreurs n'étaient pas nouvelles, mais leur accumulation devenait désormais impossible à dissimuler. Hugues se retrouva confronté à une réalité qu'il n'avait jamais envisagée. Il comprit que ce qu'il avait perdu n'était pas une épouse docile, ni même une présence sociale utile, mais une capacité essentielle à maintenir la cohérence de son système. Laminé n'avait jamais été un simple soutien émotionnel. Elle était la gardienne d'un équilibre fragile, celui qui permettait à ses ambitions de se déployer sans heurts visibles. Cette prise de conscience ne s'accompagna d'aucune accusation extérieure. Laminé ne revint pas réclamer justice, ni exposer les failles qu'elle connaissait mieux que quiconque. Elle poursuivait sa vie ailleurs, sans intervenir. Sa neutralité, loin d'atténuer la chute de Hugues, la rendit plus cruelle, car il ne pouvait accuser personne d'autre que lui-même. Élise, confrontée à des responsabilités qu'elle ne maîtrisait pas, commença à se distancer. Sa présence, autrefois mise en avant comme un atout stratégique,
devint une source de tension supplémentaire. Les regards se détournèrent, les invitations se raréfièrent. Hugues sentit le cercle se resserrer, non par hostilité, mais par méfiance croissante. Il découvrait ce que signifiait être perçu comme un risque. La procédure de divorce avançait en parallèle, sans heurts ni affrontements. Les échanges se limitaient à l'essentiel, orchestrés par des intermédiaires. Lorsque le moment vint de signer les documents définitifs, il n'y eut ni confrontation, ni tentative de réécriture du passé. Laminé apposa sa signature avec la même retenue qui avait marqué son départ. Hugues signa à son tour, conscient que cet acte scellait plus qu'une séparation légale. Il n'y eut pas de témoin, pas de scène finale, pas de regard chargé de reproches. La chute de Hugues ne fut observée par aucun public, car elle se produisit dans l'espace invisible où se jouent les conséquences réelles des choix passés. Sans adversaire à combattre, il se retrouva face à l'évidence de sa propre myopie. Dans ce silence, Laminé continuait d'exister hors de son champ de vision. Elle n'avait pas provoqué sa défaillance, elle s'était simplement retirée. Ce retrait suffisait à révéler la fragilité d'un système qui reposait sur une compétence non reconnue. La chute de Hugues ne relevait ni de la vengeance ni du hasard, mais de la logique implacable des structures privées de leur élément stabilisateur. Ainsi, sans cri ni éclat, le pouvoir qu'il croyait maîtriser se dissipa. Il comprit trop tard que certaines forces ne se manifestent que par leur absence, et que la perte la plus lourde n'est pas celle qui fait du bruit, mais celle qui laisse derrière elle un silence irréversible. Laminé choisit l'appartement un matin sans urgence, comme on choisit un lieu qui n'a pas besoin d'impressionner. Il se situait dans une rue calme d'un quartier qu'elle connaissait déjà, non pas parce qu'il était prestigieux, mais parce qu'elle s'y sentait à l'aise. 42 mètres carrés, au 3e étage sans ascenseur, avec une lumière régulière et honnête qui entrait par de grandes fenêtres donnant sur des arbres anciens. Elle ne chercha ni vue spectaculaire, ni adresse convoitée. Elle cherchait un espace qui ne racontait aucune histoire avant la sienne. Elle signa le bail sans hésitation excessive. Louer, et non acheter, était un choix conscient. Elle ne voulait pas d'ancrage imposé, pas de pierre lourde à porter comme une preuve de réussite ou de stabilité. Elle savait désormais que la stabilité ne venait pas des murs, mais de la capacité à partir quand il le fallait. Cet appartement n'était pas une destination finale, mais un point d'équilibre, un endroit où elle pouvait respirer sans se justifier. Ses revenus, réguliers et suffisants, lui donnaient une liberté nouvelle. 6 800 € par mois n'était ni une revanche, ni une provocation. C'était un chiffre concret, rassurant, qui signifiait qu'elle pouvait subvenir à ses besoins sans dépendre de personne. Elle n'éprouvait aucune fierté tapageuse à l'idée de cette autonomie financière. Elle y voyait plutôt une base silencieuse, un socle sur lequel elle pouvait construire sans craindre l'effondrement. Le jour de son emménagement, elle ne fit appel à personne. Elle transporta elle-même quelques cartons, peu nombreux, car elle avait appris à se défaire du superflu. Les objets qu'elle conserva avaient tous une fonction ou une valeur discrète. Rien n'était là pour impressionner un visiteur hypothétique. Cet appartement n'était pas un décor, mais un outil de vie. Sur la boîte aux lettres, elle fixa une petite plaque simple, sans fioriture. On pouvait y lire seulement « Laminé B ». Elle n'ajouta aucun titre, aucun statut marital, aucun rappel d'une appartenance passée. Cette initiale, volontairement ouverte, ne renvoyait ni à un homme, ni à un héritage. Elle était une affirmation minimale, mais suffisante. Elle existait sans explication. À l'intérieur, les murs restèrent longtemps presque nus. Elle accrocha pourtant, dans le salon, une toile représentant un paysage indéfini. Ni montagne reconnaissable, ni horizon précis, seulement des lignes douces et des couleurs ouvertes, comme une promesse sans contrainte. Cette image de page blanche, elle l'a choisie parce qu'elle n'imposait rien. Elle n'était pas un souvenir, mais une invitation. Chaque jour, en la regardant, Laminé se rappelait que rien n'était écrit à sa place. Ses habitudes changèrent naturellement. Les talons hauts, symbole d'une posture qu'elle avait longtemps cru nécessaire, restèrent au fond d'un placard qu'elle finit par vider.
Elle se déplaçait désormais en chaussures plates, des loafers solides et confortables qui accompagnaient ses pas sans les contraindre. Elle ne ressentait plus le besoin de se grandir artificiellement. Sa présence n'avait plus besoin d'être amplifiée. Au travail, elle poursuivait sa trajectoire avec la même discrétion efficace. Son rôle, bien que reconnu, ne faisait pas d'elle une figure publique. Elle n'en éprouvait aucune frustration. Elle savait que sa valeur résidait dans sa compétence et dans sa capacité à décider. Elle n'attendait plus la validation d'un regard extérieur pour se sentir légitime. Son nom circulait là où il devait circuler, sans qu'elle cherche à l'imposer. Elle n'avait pas changé de nom. Elle n'envisagea même pas cette possibilité. Garder son identité telle qu'elle était, sans la redéfinir par une rupture ou une revanche, lui semblait essentiel. Elle n'effaçait rien, elle avançait simplement. Le passé existait, mais il ne dictait plus ses choix. Parfois, en rentrant le soir, elle pensait brièvement à ce qu'elle avait quitté, non avec amertume, mais avec une forme de lucidité calme. Elle comprenait désormais que son ancienne vie reposait sur des équilibres qu'elle avait maintenus seule, sans reconnaissance. Elle n'éprouvait plus le besoin d'expliquer son départ, ni de justifier ses décisions. Le silence qu'elle avait autrefois subi était devenu un espace qu'elle maîtrisait. Elle ne chercha pas à entrer dans la lumière de quelqu'un d'autre. Elle refusa les cercles où l'on se définissait par association, par héritage ou par exposition. Elle savait que ces espaces exigeaient toujours une contrepartie. Sa liberté nouvelle n'était pas spectaculaire, mais elle était réelle. Elle pouvait choisir ses relations, ses projets et même ses silences. Dans cet appartement sobre, chaque détail avait été décidé par elle. Rien n'était là par défaut. Même le vide avait une fonction. Il lui rappelait qu'elle n'était plus tenue de remplir un rôle, de combler une attente ou de se conformer à une image. Elle pouvait simplement être, sans se cacher. Un soir, en refermant la porte derrière elle, Laminée s'arrêta un instant dans le couloir. Elle sentit, sans emphase, que quelque chose s'était définitivement déplacé. Elle n'était plus en fuite ni en attente. Elle se tenait exactement là où elle avait choisi d'être. Ce constat n'avait rien de triomphal, il était paisible. Elle se regarda brièvement dans le miroir de l'entrée, non pour vérifier son apparence, mais pour reconnaître la personne qui lui faisait face. Elle n'y vit ni une survivante, ni une héritière, mais une femme qui s'était choisie. Cette reconnaissance, simple et intérieure, valait plus que toutes les confirmations extérieures qu'elle avait autrefois recherchées. Dans ce silence maîtrisé, Laminée comprit que sa vie ne commençait pas après une chute, mais après une décision. Elle n'était plus dissimulée, ni définie par les autres. Elle avançait sur une page blanche qu'elle acceptait enfin de remplir à son rythme. Elle murmura presque, comme une vérité désormais évidente. « Je ne me cache plus, je me choisis. » Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'histoire de Laminée Ba jusqu'au bout. Cette histoire est inspirée de fragments bien réels, de vies discrètes que l'on ne regarde jamais quand elles se taisent. Si j'en retire une chose, c'est que le silence peut protéger, mais il ne doit jamais effacer qui nous sommes. Chacun mérite d'exister sans avoir à demander la permission. Dites-moi en commentaire ce que cette histoire vous a fait ressentir, et surtout, d'où vous nous regardez. Si ce genre de récit vous touche, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner au canal pour nous soutenir. Votre présence compte plus que vous ne l'imaginez.